Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Boulevard de la Seine. C'est un homme d'esprit que nous recevons aujourd'hui sur le Fluctuar. Il a été ministre, président de l'Assemblée nationale et président du Conseil constitutionnel. Son nom sent bon l'histoire de la Ve République. Vous l'avez deviné, il s'agit de Jean-Louis Debré qui a réussi sa reconversion littéraire. Il publie Quand les politiques nous faisaient rire et il joue également au Théâtre de la Gaîté à Paris. Un très beau programme. Avec mes camarades Frédéric Sigrist et Yvan Allouin, c'est parti. Et cette année 2021 va s'achever sur un ton très politique. L'année qui s'annonce 2022 le sera encore plus. C'est donc un livre qui tombe à pic quand les politiques nous faisaient rire aux éditions Bouquin. Un livre signé Jean-Louis Debré. Bonjour Jean-Louis Debré. Bonjour. Merci d'être avec nous. Oui. C'est vrai que ça tombe à pic. On a besoin de rire et de sourire en ce moment. On en parle dans un instant. Mais je voudrais d'abord qu'on parle de l'endroit où nous sommes. On est sur la Seine, on est à Paris. Paris n'a plus aucun secret pour vous. On peut vous croiser de temps en temps déambuler dans les rues, que ce soit à pied ou à bicyclette? Oui, vous savez, on vit dans un monde où plus personne ne se regarde. Quand vous croisez quelqu'un dans la rue, il a son téléphone, il regarde ses pieds. Mais moi, j'aime me promener, j'aime regarder. La bicyclette permet de voir beaucoup de choses. Et puis, tous les matins, je fais une promenade et je rencontre des gens. Qu'est-ce que vous faites dans la rue? Et c'est un moyen, dans ce monde qui est un monde individualiste, de rencontrer, de parler et d'observer les uns et les autres. Et ce que vous dites est vrai, car il m'est arrivé souvent de vous croiser dans la rue, à pied ou à bicyclette. Vous faites vos courses, vous êtes tout à fait un homme normal dans les rues de Paris. J'aime bien aller prendre un petit café dans un café, parce que les cafés parisiens, c'est fantastique. Alors vous êtes aussi, Jean-Louis Debré, un homme qui aimait rire. Oui. Votre sens de l'humour est légendaire. Vous ne vous prenez pas au sérieux. Quand les politiques nous faisaient rire, c'est votre dernier essai qui paraît aux éditions Bouquin. Et c'est vrai que c'est un monde presque disparu que vous nous racontez. Il y a presque de la nostalgie déjà dans le titre. Quand les politiques nous faisaient rire. Pourquoi avoir mis ce titre au passé? Parce qu'ils ne me font plus rire. Parce qu'aujourd'hui, je trouve qu'on ne dit plus rien. Je suis allé rechercher dans les archives, dans le journal officiel, les débats à l'Assemblée, etc. Et j'ai trouvé des pépites. Des pépites, parce que les hommes politiques, jadis, savaient que le rire, en politique, est une arme et un moyen. C'est une arme pour déstabiliser son adversaire. Quand un ministre des Finances est à la tribune de l'Assemblée et qu'un député se lève et dit « Monsieur le ministre, la politique aujourd'hui, ce n'est pas de régler les problèmes, c'est de faire taire ceux qui les posent. » Fantastique. Alors, un autre ministre qui est encore... la citation est plus légère. Et c'est Giscard qui était à la tribune et qui vante les mérites des statistiques. Il y a un député qui se lève et dit « Monsieur le ministre, les statistiques, c'est comme la mini-jupe. C'est très joli à regarder, mais ça cache l'essentiel. » Mais ça, on ne pourrait plus le dire aujourd'hui, Jean-Louis Debré, car c'est ça qui a aussi changé, c'est qu'il y avait une certaine liberté dans le ton et dans l'expression. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus contrôlé. Déjà, parce qu'on est dans l'époque dans laquelle nous sommes, et puis il y a les réseaux sociaux. Oui, absolument. Et c'est pour ça que le titre est un peu nostalgique, parce que quand vous prenez les débats à l'Assemblée nationale, ou les débats politiques, il y avait du temps de Clémenceau, de Queuille, de Gaulle, il y avait des choses drôles. Mais aujourd'hui, on ne dit plus rien, car on a peur que sa phrase soit mal interprétée. Or, s'il y a une enceinte où tout doit se dire, c'est bien l'enceinte politique. L'esprit français, c'est véritablement une tradition, y compris dans le monde politique. Alors vous en avez cité quelques-uns, Clémenceau, Jean Jaurès, Aristide Briand, évidemment De Gaulle, Mitterrand et Chirac, qui était un homme extrêmement drôle. On voit la photo, on va la revoir sur la couverture de votre livre, une complicité incroyable entre Jacques Chirac et François Mitterrand. Ils sont presque au bord des larmes, là. Oui, alors si vous voulez, une complicité qui est parfois faite de mots un peu durs. Quand Mitterrand dit « Quand Chirac vient me voir à l'Élysée, il monte avec ses idées et il repart avec les miennes. » Mais on sait que la petite phrase va pouvoir déstabiliser son adversaire.
Alors, puisqu'on parle de Jacques Chirac, dont vous fûtes très proche, Jean-Louis Debré, on va regarder quelques petites phrases de Jacques Chirac. Alors, il y en a des célèbres, hein. Il faut faire chauffer l'appareil, quand en 1981, la liaison avec Antenne 2 à l'époque met du temps à se placer. Ou réfléchissez 2 minutes, ce n'est pas excessif, c'est ce qu'il dit à Michel Field lors d'une interview en 95. Et il y en a beaucoup d'autres, on regarde. Vous êtes avec nous en direct, mais j'ai l'impression qu'il n'entend pas. Monsieur Chirac. Et qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil ou quoi? Non, on ne chauffe pas l'appareil. Le Concorde ne tombe jamais en panne, sauf quand M. Mitterrand monte dedans. Je veux dire, c'est pas normal. L'équipe de France et la Coupe de France. La Coupe du Monde, pardon. La Coupe du Monde. Alors c'est vrai, Jean-Louis Debré, que toutes ces phrases, ces mots, souvent pas voulus, sont des mots qui restent dans l'histoire. Ça reste pratiquement, on le ressort à chaque fois qu'on parle d'un personnage. Oui, vous savez, l'histoire politique, les hommes politiques, c'est une histoire où il y a beaucoup de copies et très peu d'originaux. Et il y a quelques grands personnages qui sont des originaux par justement l'utilisation du rire qu'ils ont en eux. Et Chirac faisait partie de ces personnages. Chez Chirac, il y avait beaucoup de audiards. Et d'ailleurs, pour se faire comprendre, ce que les politiques n'ont pas compris, pas besoin de longs discours. Une phrase percutante, un trait d'humour saillant. Clémenceau, De Gaulle, Mitterrand l'avait compris, Chirac naturellement. Mais il y a aussi, ce qui est très drôle, c'est l'humour lapsus. Et alors là, le débat à l'Assemblée nationale est fantastique. Parce que là, vous pouvez essayer de vous contrôler, mais quand vous avez des députés qui hurlent devant vous, et tout d'un coup, ou des phrases mal dites, comme ce député qui se lève. Monsieur le ministre, durcissez votre sexe. Oui. Pardon, votre texte. Oui, c'est ça. Et comme cet autre député qui dit, Monsieur le ministre, attention, chaque fois qu'une femme est enceinte dans mon département, je me sens concerné. C'est mal dit. Mais aujourd'hui, vous voyez les proportions que ça prendrait. Or, ce que je veux dire, c'est que pendant longtemps, jusqu'à ce que les télévisions en direct, l'introduction de la télévision dans l'hémicycle, les chaînes d'information en direct, les réseaux sociaux, font qu'on fait attention à ce que l'on dit. Eh bien, illustrons vraiment avec la preuve à l'appui ce que vous venez de dire à propos des lapsus. Regardez. S'il est estomaqué, Monsieur Cavusoglu n'en laisse rien paraître. Hier, cet hôte de marque de l'Assemblée nationale s'est vu salué de la sorte par le président Accoyer. Une délégation de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, conduite par son président, Mevlut Ceausescu. Bernard Accoyer, mis sous pression par la gauche, a ressuscité l'ancien dictateur roumain. Il n'est pas le seul à s'en mêler les pinceaux. Même une bête de scène comme Bernard Tapie y va de son petit lapsus au moment d'annoncer son choix pour la présidentielle de 2007. Alors si moi j'ai choisi plutôt Ségolène, Nicolas Sarkozy... Lapsus révélateur. Même le très sérieux Lionel Jospin s'est fait rattraper par son passé de militant trotskiste. Et prise en compte par les travaillistes eux-mêmes et par les... Il montre qu'il est bien, comme il dit, un austère qui se marre. Et dans le lapsus, il faut souvent chercher la femme. On peut dire aussi, Madame Jospin. Et je crois vraiment... Madame, oui, non, pas Madame Jospin. C'est une information. C'est une information. Les lapsus, nul n'est à l'abri, les journalistes, pas plus que les politiques. Et cet esprit-là, vous le retrouvez dans le livre de Jean-Louis Debré, Quand les politiques nous faisaient rire. On n'a rien inventé, c'est véritablement la réalité. Lorsqu'on parle de l'Assemblée nationale, Jean-Louis Debré, vous comparez à une arène de gladiateurs, c'est-à-dire que tous les coups sont permis? Les gladiateurs du verbe. Il y a une règle que tout ce qui est dit dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale doit être totalement libre et on ne peut pas poursuivre quelqu'un pour ce qu'il a dit à la tribune de l'Assemblée. Et les députés qui improvisaient. Aujourd'hui, on n'improvise plus. Mais jadis, on improvisait. On y allait. Quand, par exemple, un dernier lapsus, quand Bruno Le Maire, ministre de l'économie, traite son collègue de l'Intérieur de Christophe Colomb, au lieu de Gérard Collomb, tout le monde hurle. Ou quand un ministre, il n'y a pas longtemps, parle, au lieu de dire « Mesdames et messieurs les députés », il dit « Mesdames et messieurs les retraités ». Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, hurlement. Jean-Louis Debré, je vous présente Frédéric Sigris, qui est aussi un homme libre, c'est aussi un homme qui a le sens de l'improvisation, c'est à vous. Tout à fait. Vous voyez un gladiateur.
Oui, et Jean-Louis Debré, vous avez déclaré que le rire en politique était essentiel, et c'est vrai. C'est pas manquer de respect aux politiciens d'aujourd'hui que de dire qu'ils n'ont pas tout à fait la même flamboyance que ceux d'antan. Si les politiciens d'antan, c'était une formule entrée, plat, dessert, aujourd'hui on est plus sandwich triangle sur une aire d'autoroute en fait. À mon avis, c'est pas un hasard si le symbole de la République en marche, c'est d'ailleurs le gel hydroalcoolique et les gestes barrières. Parce qu'un truc transparent, un inodore qui désinfecte tout, je pense que c'est comme ça que les historiens vont résumer le quinquennat d'Emmanuel Macron. Moi, la dernière fois que j'ai ri devant un politicien, c'était devant un discours d'Anne Hidalgo. Et je pense que c'était pas voulu, en fait. Voilà. Parce que je sais que, généralement, on dit qu'une campagne peine à décoller. Elle est en train d'inventer une campagne pingouin, c'est-à-dire qui a des ailes, mais qui ne volera jamais. Et ce qui faisait la différence, c'est qu'à l'époque, on pouvait tout à fait rire des traits d'esprit de quelqu'un avec qui on n'était pas d'accord. C'est-à-dire qu'il y avait une sorte d'élégance et de fair play à saluer l'intelligence de l'adversaire. Alors, et aujourd'hui, c'est pas qu'on ne veut plus la saluer, juste qu'on a beaucoup plus de mal à la trouver. Et il suffit d'ailleurs, à l'heure des réseaux sociaux, il faut pas trop étaler sa culture, parce qu'aussitôt, c'est considéré comme du mépris de classe. Si jamais vous utilisez, je sais pas, une référence littéraire, le passé simple ou un adverbe, c'est comme manger du homard avec François de Rugy. C'est considéré comme un signe extérieur de richesse de vocabulaire. Attention, mal vu. Il paraît qu'il y a des ministres qui se cachent pour dire des trucs intelligents. On est passé d'une génération de politiciens qui adoraient lire des livres à une génération qui adore en écrire. Et franchement, si moi, je sauve la planète quand j'éteins le robinet, quand je me lave les dents, je pense sincèrement qu'on lutterait contre la déforestation si on cachait le clavier, par exemple, de Marlène Schiappa. Voilà, ça, je donne des idées pour aider l'environnement. Il faut dire qu'une pensée complexe, ça ne rentre pas dans un tweet, ça ne rentre pas dans un flash d'infos de 2 minutes sur une chaîne d'infos en continu. Aujourd'hui, Marine Le Pen parle de sa chatte à Karine Le Marchand à la télévision. Jean-Michel Blanquer ne veut pas que le pronom « yel » rentre dans le Petit Robert en dénonçant la culture woke. Se plaindre du Yel en parlant de woke quand même. Mais ça, c'est 2021. Et il n'y a pas si longtemps, on ironisait sur François Hollande et Nicolas Sarkozy. Et on aurait dû se souvenir que pour devenir Jacques Villeray ou Louis de Funès, eh bien, il fallait aussi avoir du talent. Jean-Louis Debré, vous venez de citer François Hollande, Frédéric. Le personnel politique d'il n'y a pas si longtemps, c'est des gens très drôles. François Hollande était surnommé Monsieur Petite Blague. Il a été assez salué justement pour ce sens de l'humour. Je crois que le tournant est après Hollande. Aujourd'hui, les hommes politiques, je regarde la télévision, j'arrive pas à rire. Quand je suis les débats à l'Assemblée nationale, il n'y a plus de phrases qui jaillissent comme ce député qui se lève et qui dit « Monsieur le ministre de l'Agriculture, Monsieur le ministre de l'Agriculture, le porc et la vache à lait de notre agriculture. » Oui, parce que, pour plusieurs raisons. Par rapport à l'ancien temps, nos parlementaires et nos politiques n'ont pas la culture qu'avaient Jaurès, Clémenceau, premièrement. Deuxièmement, ils ont des collaborateurs qui écrivent leurs discours et ils lisent leurs discours. Et donc, il n'y a plus de place à la spontanéité, l'impulsion. Alors, on va voir justement la spontanéité de Jean-Louis Debré. Je rappelais tout à l'heure en vous présentant votre brillant curriculum vitae, ministre de l'Intérieur, président de l'Assemblée nationale, président du Conseil constitutionnel, élu plusieurs fois également en région. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'année 1973, où on vous avait envoyé au charbon dans le Pas-de-Calais. Regardez ces images. Toute la profession, on se plaint énormément. Mais il n'a pas fait froid, on n'a pas vendu d'articles d'hiver. Les bottes et tout machin, ça fait des stocks épouvantables. Gêné. Je vous remercie. Je vais distribuer un petit porte-clés à mon effigie. Et vous croyez que c'est important que ça... C'est un souvenir pour l'enfant, c'est tout. Bonne santé. Justement, c'est compromettant. Vous mangez un petit verre et puis... Je t'en donne un Bonne santé. Vous êtes obligé de boire beaucoup dans une journée? Je ne bois que de l'eau. J'ai un grand-père qui est président de la Ligue anti-alcoolique, alors je voudrais que son petit-fils reste dans la même ligne. Voilà, Jean-Louis Debré, jeune homme. Quel souvenir gardez-vous de cette époque-là? Je garde de toutes les campagnes électorales un fantastique souvenir, parce que c'est l'occasion de dialoguer avec des gens, de se faire engueuler librement. Et c'est pour moi un moment tout à fait particulier, parce que vous êtes seul face à vos interlocuteurs.
Alors vous êtes véritablement né dans le sérail politique. C'est vrai que votre nom symbolise à lui tout seul l'histoire de la Ve République. En tout cas, il est très lié à notre Constitution. Votre père, Michel Debré, vous a, j'allais dire, présenté très jeune le général de Gaulle. Donc vous avez eu des bons formateurs. Oui, mais pour nous, enfants, on allait voir de Gaulle, c'était un personnage extraordinaire. Et je me souviens d'un dîner, puisque parfois on allait dîner à l'Élysée, c'était une épreuve pour moi, parce que le général nous interrogeait sur l'histoire de France. Et quand vous êtes interrogé sous le regard de vos frères et de vos parents, c'est terrible. Et votre père était aussi un homme très drôle, dont on a aussi inscrit dans l'histoire certaines répliques. Alors, je ne sais pas si celle-là est vraie, mais en tout cas, on ne prête qu'aux riches. Les Français doivent faire des enfants sur une grande échelle. Alors, pour mon livre, je suis allé vérifier, je n'ai pas trouvé la citation. Ce sont des chansonniers qui l'ont imaginé, c'est très drôle. Mon père était drôle, ce n'était pas l'image qu'il donnait de lui, il était le président des Amis de la Biche. Et il adorait les comédies boulevards, et il nous emmenait beaucoup dans les comédies boulevards. Et il faut que la contraception ait ses règles, ça aussi, c'est une citation inventée ? C'est une citation qui est exacte, oui. Alors Jean-Louis Debré, une actualité très très chargée en ce moment pour vous. Il y a évidemment ce livre, Quand les politiques nous faisaient rire, aux éditions Bouquin, mais vous êtes toujours au théâtre depuis la rentrée, dans une pièce qui marche très très bien, puisque vous assurez des prolongations, ces femmes qui ont réveillé la France, que vous jouez avec votre épouse, avec un musicien sur scène. Alors c'est Jean-Louis Debré, comédien, ça manquait à votre palmarès. La politique est déjà un métier du spectacle. Et donc, mais c'est un autre spectacle, c'est un autre métier, mais c'est fantastique de pouvoir faire rire en direct, parce que le spectacle est drôle, on veut plein d'humour, et quand vous avez en face de vous les spectateurs qui se mettent à rire avec vous, c'est fantastique. Alors ces femmes qui ont réveillé la France sont des femmes, certaines célèbres, d'autres pas. En tout cas, elles ont marqué leur temps parce que souvent elles étaient des pionnières, elles ont été les premières. C'est ça. La première femme qui a passé le baccalauréat, il a fallu qu'elle se batte. La première femme qui est devenue avocate. Et quand l'avocat général lui dit « Madame, vous ne serez jamais avocate ». « Mais pourquoi, monsieur l'avocat général ?» Parce que les femmes n'ont pas accès au raisonnement juridique. Et qu'il faut une loi qui arrive à la Chambre des députés. Et vous avez le député de l'Aveyron, monsieur Massobo, le député de l'Aveyron, qui dit « Si les femmes se mettent à travailler, c'est la fin du capitalisme ». Oui, c'est l'histoire drôle de ces combats pour... non pas contre les hommes, mais c'est un combat pour la République et pour l'égalité entre l'homme et la femme. On regarde Jean-Louis Debré sur la scène du théâtre de la Gaîté. Mes chers collègues, cette égalité complète de la femme vis-à-vis de l'homme mène comme conséquence fatale à la suppression de la propriété privée et donc au collectivisme. Mon amant contrebandier qui me surprend avec un sous-officier. Un jour, le préfet de police décide que pour conduire un véhicule, il faut une autorisation. Alors, les policiers viennent voir monsieur le préfet. Monsieur le préfet, vous allez quand même pas donner une autorisation à une femme. Dans le bois de Boulogne, la vitesse est limitée à 12 km/h. Vous étiez à 14. Je ne sais pas comment ils ont fait, il n'y avait pas de radar. Ces femmes qui ont réveillé la France, c'est à 19h et c'est au théâtre de la Gaîté. Ça marche très fort jusqu'au mois de mars, je crois. Ça marche jusqu'au mois de mars et après nous partirons en tournée. Vous êtes surpris, Jean-Louis Debré, de ce succès d'acteur? Parce que c'est vrai que vous vous y donnez à fond. Et puis vous allez vers le public à la fin? Alors après le spectacle, je passe une heure avec le public dans une couloir à côté, à parler, à commenter. Et parfois, certains viennent me dire « Vous n'avez pas parlé de ma mère ?» Ah ben sinon, je ne savais pas que votre mère était une pionnière. Mais on a eu quelques renseignements pour peut-être un autre livre un jour, sur des femmes qu'on a oubliées, qui ont joué un rôle important. Et c'est vrai que ce spectacle part d'un livre. Au départ, c'était ça part d'un livre, et d'un livre où j'avais fait des recherches pour savoir quelles étaient ces femmes qui avaient bousculé les hommes pour arriver à l'égalité avec les hommes. Alors Jean-Louis Debré, je ne pense pas que vous me démentirez si je vous dis que les hommes politiques et les femmes politiques aiment bien aussi s'asseoir autour d'une table pour aller déjeuner ou pour dîner. C'est une tradition française, ça aussi. Ah oui.
Alors je vous présente Yvan Allouin, qui est un spécialiste. Il passe son temps à table, il ne grossit pas, je ne sais pas comment il fait. C'est gentil, Jean-Noël. Et là, on est en rapport avec justement la politique. Oui, c'est très important la table pour les politiques, vous l'avez confirmé, Jean-Louis Debré. C'est là qu'on établit des stratégies, des alliances, qu'on se réconcilie, qu'on donne des infos in ou off à des journalistes. Alors chaque politique a son restaurant, mais quelques adresses rassemblent la plupart de nos grands élus parisiens. On les retrouve, vous allez peut-être me dire si vous êtes d'accord, du côté de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Alors, pour s'y retrouver, le journaliste Gilles Brochard a écrit un guide secret des tables parisiennes. Je l'ai rencontré dans une belle adresse, rue Saint-Dominique, la fameuse Fontaine de Mars. La Fontaine de Mars, d'abord, c'est un bistrot très parisien. Les nappes à carreaux, la machine à jambon. J'aime bien cet endroit, d'abord parce qu'on mange ce que Jacques Chirac appelait une cuisine canaille, qui ressemble vraiment au terroir de France, de toutes les provinces, des territoires, comme dirait le Premier ministre actuel. C'est là où est venu Barack Obama en 2009, quand il a voulu aller dans un bistrot qui ne soit pas étoilé. Et des amis qui vivaient à Paris l'ont emmené ici. D'ailleurs, il y a un salon qui porte son nom aujourd'hui. Beaucoup d'hommes politiques viennent ici. À une époque venait Rachida Dati, mais c'est pas une grande mangeuse. Xavier Bertrand, Ségolène Royal. Il y a un restaurant quand même qui centralise un peu tout le monde, c'est la Rotonde. Oui. Pourquoi ? Parce qu'il y a des salons. Il y a des endroits un petit peu plus discrets. C'est pour ça qu'il y a autant de socialistes que de gens de droite. C'est vrai qu'Éric Zemmour y va régulièrement avec Patrick Buisson, mais on peut surprendre certains classiques du Parti socialiste. François Hollande avait ses habitudes avec Ségolène Royal. Emmanuel Macron, on a dit que c'était son Fouquet, le Fouquet's macroniste, mais il a fêté quand même sa victoire à la Rotonde. Contrairement à ce qu'on dit, c'est pas des tables, c'est des tables qui ont un certain prix, mais c'est pas non plus des tables de 3 étoiles. La table fait partie d'un moment français, c'est-à-dire un moment où on a envie d'être comme tous les Français. Je pense que les hommes politiques, ils sont pas tous sportifs, c'est pas ce que je veux dire, mais ils font attention à leur ligne et en même temps, ils veulent montrer être bon mangeur, c'est vraiment faire corps avec leur électorat. Donc ça aussi, c'est important. Je crois que c'est Jean-Louis Borloo qui disait « se mettre à table, c'est le début de la tendresse ». C'est-à-dire que ça adoucit les choses, vous voyez. On est là à table et on passe un temps peut-être qui est hors du temps, justement. Alors aujourd'hui, on reçoit Jean-Louis Debré. Lui, il a des particularités, il a des tables. Oui, alors, je sais que Jean-Louis Debré n'aime pas tellement cuisiner, mais il aime bien manger. Je sais aussi qu'il se fait des bons sandwichs. Et il met trois tranches de jambon dans une demi-baguette. Alors, il faudra vérifier si c'est vrai. Alors, vérifions si c'est vrai. La question, on vous la pose directement, Jean-Louis Debré. C'est vrai que vous mettez 3 tranches de jambon ? Alors, d'abord, je fais très attention au pain. Car le pain, il doit être bien cuit. Et pas mou, comme on trouve. Et deuxièmement, je mets une tranche de jambon, une tranche de cornichon, une tranche de jambon et des petits oignons. Pas de beurre ? Si, des deux côtés. Du beurre salé, demi-sel. Mais si vous voulez, ces restaurants, c'est très bien. Il y a d'autres restaurants qui sont, je pense au Père Claude, ouais. où Chirac adorait aller parce qu'il y avait des plats roboratifs. Il y a chez Fernand, rue Christine, où vous avez de vieux plats traditionnels. Lorsque j'avais des responsabilités, soit au ministère de l'Intérieur, soit à l'Assemblée nationale, au Conseil constitutionnel, et qu'il y avait les officiels, je faisais des plats traditionnels. C'est-à-dire qu'il y avait la poule au pot, il y avait... oui, la poule au pot, c'est revenu très souvent. Et donc, je mettais la poule au pot, et derrière, je faisais l'histoire de la poule au pot. Ou la potée, pourquoi ? Parce que nous devons aujourd'hui faire vivre nos plats traditionnels, qui sont l'âme de la France. On peut aller dans chaque région de France et trouver le plat. Merci beaucoup, Yvan Allouin. C'est l'heure de passer à la table dans pas longtemps. J'imagine que vous êtes débordé aujourd'hui. Ah bah oui, c'est du boulot là. Vous venez nous en parler. Je vais citer, puisque vous parliez de Jacques Chirac, j'aime les bars parallèles, un bar rive droite, un bar rive gauche. Ouais. Voilà, c'était un homme d'esprit. Et puis un homme de fidélité aussi, Jacques Chirac. Et je voudrais qu'on rende hommage, pour terminer, à un homme qui était un peu un prince de Montmartre, c'est Michou, qui nous a quittés en 2020. Il y a un livre très très beau qui vient de paraître, La nuit en bleu, c'est aux éditions du Cherche Midi, le cabaret Michou, histoire et regard sur un mythe parisien des coulisses
à la scène. Et c'est vrai que Michou était assez proche de Jacques Chirac. D'ailleurs, je crois qu'on a vu, ou on va voir une photo où il est avec l'ancien président de la République. Voilà, décoré, Michou décoré. Et c'est vrai qu'il faut rappeler que Michou, chaque mois, organisait dans son cabaret rue des Martyrs un déjeuner pour les personnes âgées. Et vous savez, Jean-Louis Debré, pourquoi il faisait ça ? Parce qu'avant d'ouvrir son cabaret en 1956, il aurait rêvé que sa grand-mère puisse assister au premier spectacle de Transformistes. Sa grand-mère n'a pas eu le temps puisqu'elle est décédée. Et pour sa grand-mère, il a organisé pendant pratiquement 60 ans des déjeuners pour les personnes âgées. Et quand je pense à Michou, je pense à cette citation. Le pessimisme est d'humeur, mais l'optimisme est de volonté. Et Michou était un homme volontaire. Et un homme qui aussi aimait manger, qui aimait rire... et qui aimait aussi les hommes politiques, parce que c'est vrai qu'il était très très proche, on peut dire à l'époque c'était le RPR, mais c'était, on peut dire que c'était un allié dans le 18e. C'est un ami. Alors je voudrais aussi citer une phrase j'ai mis mes petites fiches, parce que c'est Pierre Desproges que vous citez dans la préface, sur l'esprit français, nous n'avons plus de grands hommes, mais des petits qui grenouillent et sautillent de droite et de gauche avec une sérénité dans l'incompétence qui forment leur respect. Quelle image avait-il des hommes politiques ? Ça correspond à aujourd'hui ? Mais j'ai un peu tendance à penser que ça correspond, en tout cas pour moi, à ce que je ressens en regardant ce monde qui n'est plus le mien, mais que je regarde avec tendresse. Merci beaucoup Jean-Louis Debré d'avoir été avec nous. Je rappelle donc, Quand les politiques nous faisaient rire, c'est aux éditions Bouquin. Et puis surtout, ne pas vous manquer sur la scène du théâtre de la Gaîté. Je voudrais qu'on parle du lieu où on est aujourd'hui. Ça s'appelle le Fluctuar. Il y a une exposition formidable jusqu'au 30 janvier sur le graffiti. Mode d'expression et de création. Un mode d'expression qui a ses lettres de noblesse. Cette exposition s'appelle Sketch. C'est une plongée dans les archives secrètes du graffiti pour les amoureux de street art. Et c'est sur la scène à découvrir. Merci beaucoup Jean-Louis Debré. À bientôt. À bientôt. Vous le refaites parce qu'on ne vous a pas vu. À bientôt.